Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Après avoir rencontré Marie-Ève Bouillon pour la mission photographique des Archives nationales, puis Caroline Stein, directrice de la collection photo de Neuflize au BC, Yannick Le Guillanton poursuit son exploration de la collection. Cette fois, il a rendez-vous avec Fiammetta Horvat, la fille de Frank Horvat, disparue en octobre 2020, et dont le travail sur la mode vient de bénéficier d'une très belle rétrospective au Jeu de Paume. Fiammetta continue de faire vivre l'œuvre de son père, mais aussi les images qu'il a accumulées avec soin depuis les années 1980. Ce voyage immersif dans une collection personnelle montre comment Frank Horvat a rassemblé près de 500 photographies au gré de ses amitiés, de ses admirations et de sa propre vision de la photographie. Elle nous éclaire sur son rapport au médium et sur les constantes qui traversent l'ensemble des pièces de ce grand puzzle visuel. Sa collection donne à voir à quel point Frank Horvat était curieux du travail de ses contemporains, tout en étant conscient que le sien s'inscrivait dans une continuité historique de regard, embrassant le passé et donnant des fondations au futur, en une multitude de conversations actives et si éloquentes à travers le temps. Mais place à la visite. Bonne écoute. Bonjour Fiammetta Horvat. Bonjour Yannick. Alors Fiammetta, on se connaît bien, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises dans une autre vie. Merci de m'accueillir aujourd'hui au studio de Frank. Aujourd'hui, on est là pour parler de lui, mais à travers un prisme un peu particulier, puisqu'on va s'intéresser à sa collection, des images qu'il a accumulées au fil du temps. Mais avant tout, pour revenir un peu au photographe, pour que l'on sache de qui on parle, Frank Horvat est très connu pour sa carrière dans la mode, notamment. Comment est-ce que toi, tu le présenterais à quelqu'un qui ne le connaît pas ? Alors, je le présenterais surtout au présent, parce que non seulement il est mort depuis pas très longtemps, mais parce que c'est quelqu'un de vraiment vivant, de profondément vivant et profondément curieux. Et il l'a été tellement jusqu'à la fin de son existence que finalement sa curiosité est restée parmi nous, même si évidemment sa conversation me manque. C'était quelqu'un qui était tellement porté vers le futur que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il essayait, il a essayé beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de types de conversations, de types de photographies, il recherchait constamment et tout ça le liait vraiment au présent et au futur. Donc voilà comment je le définirais, plus que par un style où en fait je trouve que de réduire un photographe ou même un artiste à un mouvement ou à une époque ou à un style, c'est un peu dommage quand quelqu'un a tellement cherché. Et toi, à quel moment est-ce que tu as rejoint le studio ? Comment ça s'est passé ? C'est arrivé ici, puisque je crois que tu as eu une carrière en Angleterre, à Londres, pendant un long moment auparavant. Comment as-tu atterri ici ? Donc moi, mon existence britannique, elle a commencé en 98 avec Eurostar, comme beaucoup de jeunes Français. Et puis j'ai découvert le théâtre, qui m'a rappelé les photoshoots de mon père et les décors. Et puis j'ai fait de la scénographie pendant 20 ans, où j'ai travaillé dans beaucoup de festivals et avec beaucoup de troupes. Et en 2000, et puis j'ai eu une famille, enfin voilà, une vie de jeune femme. Et puis en 2017, Brexit est arrivé et nous avons décidé avec ma famille de rentrer en France. Et je me suis rapprochée de mon père. Et puis on a commencé à plus se fréquenter et moi il était déjà très âgé. Et j'ai eu envie de rester à ses côtés, de m'occuper de lui. Et ça s'est fait comme ça de façon très non décidée. Voilà, c'était pas une stratégie, c'était pas quelque chose d'explicité ni par lui ni par moi. Il y avait une envie de passer du temps ensemble. Je pense qu'on avait conscience tous les deux que que les mois étaient comptés, que moi j'avais jamais passé du temps avec lui en toute une vie et que on a rattrapé le temps perdu. Et pour revenir maintenant à la collection, puisque c'est quand même l'objet de ma venue aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quelle importance, quelle valeur elle avait aux yeux de Frank ? Donc la collection, quand moi j'ai commencé à vraiment fréquenter le studio, donc autour de 2017-2018, elle dormait en bas.
Elle avait déjà cette stature elle avait déjà l'importance qu'elle avait. Mais elle était là comme une sorte de belle au bois dormant dont mon père s'occupait. Il avait à l'époque son assistante qui s'en occupait très bien et qui faisait les archives, mais peu de gens la voyaient en fait, parce que lui-même voyait peu de gens. Et on s'est tout de suite, moi j'ai tout de suite eu envie de la partager. Et donc j'ai commencé à faire des partenariats avec les foires, avec les écoles, pour faire venir un peu des tout petits groupes. C'était très 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 discret. Très, on va dire, très exclusif, voilà. Et puis lui, il n'avait pas du tout envie de voir beaucoup de monde, ce que je comprends. Mais tout de suite, en la montrant, je me suis rendu compte à quel point elle avait une importance vraiment comme un regard d'un photographe. Et que c'était pas juste sa passion et son nombrilisme et ses amitiés. Il y avait vraiment quelque chose qui marquait l'histoire de la photographie vue par un photographe et que ça avait une certaine importance pour un grand public. Donc à son décès, c'est une chose où très très vite, je lui ai promis d'ailleurs que je la garderais toujours intègre, que je la continuerai à la faire grandir, et c'est ce que je continue à faire avec les échanges avec les photographes. Et donc pour lui, elle avait cette importance-là d'échange, littéralement. C'est comme si lui qui adorait parler, c'est des conversations. En fait, cette collection, c'est une conversation avec la photographie. C'est définir la photographie, c'est comme un manifeste. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo ? Et à l'heure actuelle, elle comporte combien d'images, cette collection ? Si je me trompe pas, c'est on doit avoir à peu près 500 tirages, dont peut-être un peu plus de 200 qui sont encadrés au mur. Moi, j'ai le souhait, évidemment, d'en encadrer beaucoup plus, quitte à changer l'accrochage, toujours en respectant les valeurs que lui voulait privilégier au mur. J'imagine que vous pouvez pas pousser les murs. On peut pousser les murs, mais on pourrait être inventif. Surtout, ce qu'on peut pas faire, c'est trouver l'argent, parce que être collectionneur, c'est un budget. C'est le budget de restaurer certaines photos, de les encadrer. Pour l'instant, on n'a pas ce budget parce que nos budgets partent dans le fonctionnement des archives et que on n'a pas ça. Mais à long terme, bien sûr, j'adorerais que bon, elle vit, ceci dit, parce qu'avec les échanges de photographies qu'on a, avec elle est quand même très vivante, mais j'aimerais bien qu'elle soit vue sous différents angles. Et à propos d'être vue, cette collection, pour le moment, elle n'est pas encore visible par le grand public. Comment ça se passe en fait si on est un amateur éclairé de photographie et qu'on a envie de la voir? Est-ce qu'il y a une possibilité pour le faire? Alors, très sincèrement, les premières années, quand il est décédé, on va dire que j'étais dans un élan de générosité et de temps. J'ai accordé beaucoup de visites, que ça soit par les gens du patrimoine, dès qu'on me sollicitait. Il y a évidemment tous les amis des musées possibles et inimaginables qui sont passés par ici. Donc, effectivement, beaucoup de visites ont été faites et j'arrive un peu à saturation de mes visites. C'est-à-dire que c'est très fatigant, je le fais avec beaucoup de plaisir. Je passe beaucoup de temps à expliquer, à chaque fois avec passion et je m'enflamme, mais je dois un peu donner la priorité à d'autres choses. Donc je suis un petit peu plus vigilante maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est fermé. Voilà, les clubs d'amis continuent, il y a certaines portes ouvertes, il faut être vigilant en fait. La réponse, très très claire, c'est qu'il faut aller sur notre site. On a des ouvertures régulières, on a un calendrier où on ouvre de façon un peu momentanée comme ça. Et plutôt en groupe constitué, j'imagine. Préférablement. C'est-à-dire que l'individu qui arrive enthousiasme et amoureux de la photographie, je suis ravie qu'il vienne. Mais si tout le monde fait ça, on va plus pouvoir travailler. Mais après, c'est nous qui apprenons. Je dois apprendre avec ma collègue à encadrer un peu les visites, à prendre le temps. On apprend. Notre structure, elle n'a que 2-3 ans, donc on apprend. Et puis un jour, on aura une caissière. Et une conférencière qui fera tout ça, donc on va y arriver. On y arrivera. Et ce sera peut-être aussi l'objet pour vous de la présenter ailleurs, tout simplement. Ah ben tout à fait. Le rêve, c'est ça. En fait, on a un grand projet qui va se prendre forme, je ne sais pas quand, qui est de la montrer accompagné d'une nouvelle édition du livre, qui est donc maintenant épuisée, et on aimerait en refaire une parution avec toutes les rencontres qui n'ont jamais été publiées. Comme celle de Jane Atwood, de Gilden, de Baleine, de Klein. Enfin voilà, il y a beaucoup de passages qui n'ont pas été publiés, qui sont passionnants. On a les audios.
On a des heures et des heures de conversations passionnantes entre eux. Donc on a beaucoup de matériel à montrer. Ça, c'est génial pour le podcast. Voilà. Non, le jour où on fera quelque chose, c'est une exposition qui sera... Je pense qu'il y aura beaucoup de facettes parce qu'on pourra... Moi, ça sera intéressant de faire des conférences sur qu'est-ce que c'est que l'échange entre artistes, qu'est-ce que c'est que de collectionner, qu'est-ce que c'est qu'un manifeste, qu'est-ce que c'est aussi le rapport avec les ayants droit, les enfants de ces photographes, comment est-ce qu'ils envisagent cette collection. Enfin, il y a plein de sujets de conversation qui peuvent... Et c'est vrai que dans la photographie, il n'y a pas énormément de photographes qui collectionnent de cette façon. Il y en a certainement. Alors, je sais que ça se fait beaucoup sur la base d'échanges, mais sur une aussi vaste collection, j'en ai pas connaissance. Alors, beaucoup de photographes échangent, mais pas forcément en vue de constituer... En plus, là, c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment de l'échange, puisque lui, sait très bien ce qu'il veut. C'est-à-dire avec les photographes ou les ayants droit, il veut vraiment un type de photo. Je l'ai vu, parfois il va dire non, je veux pas celle-là, je veux une autre. Parce il sait de chaque photographe ce qu'il veut. Donc c'est vraiment, il avait cette vision de sorte de grand puzzle qui constitue, quoi. C'est un peu particulier. Donc je peux maintenant t'y emmener. Donc nous allons descendre. Ok. D'un ancien studio de shooting de mode. Fantastique. Et donc là, tu vois la structure, tu vois la structure originelle. Et donc là, tu vois que quand il est arrivé ici autour de 75, et ici c'était un ancien hangar à patates. Ce qui est assez ironique quand tu penses que la patate, c'est la fécule pour faire la photo. Et donc ici, c'était très différent. Il n'y avait pas de parois, il n'y avait pas de... Donc il a fait la mode entre peut-être 75 et 85. Il a fait à peu près 10 ans de shooting ici. C'est une grande boîte noire. Grande boîte noire, etc. Où, évidemment, il lui manquait la lumière. Donc il rêvait de lumière. Il avait des systèmes très très compliqués de lumière artificielle. Très 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 compliqués et très chers. Et quand il a eu l'argent pour construire en haut, il a construit son studio en haut autour de 80, c'est ça. Et puis l'ironie, c'est qu'il a construit autour de 80, 82, et après il a arrêté de faire de la photo de mode finalement, puisqu'il s'est consacré que à ses projets personnels. Donc finalement en haut n'a jamais presque pas été studio de mode. Et ça a été bien autre chose. Il a fait du théâtre, des lectures, il a fait des tonnes de trucs, des projets de dingue, mais plus de la photo de mode, puisqu'il pouvait se permettre de plus faire de la photo de mode, à son grand bonheur. Toi, t'as connu l'ambiance, en fait, des prises de vue ici, dans plein. cette partie-là? Ouais, donc ici, c'était comme un studio de cinéma, en fait. C'était comme après, je connais pas le cinéma, mais le peu que je connais le cinéma, c'est ça. C'était des gros camions, après, en plus, moi, j'ai connu années 80, donc c'était particulièrement flamboyant et des froufrous, des machins. Puis années 80, c'est très faux bijoux, c'est ce qu'on appelle les fantasy jewels. Mais avec des grosses épaulettes, des machins, ça brille de partout, du faux satin, enfin voilà. Et c'est un fake revendiqué à l'époque. Alors, exactement, c'est du fake revendiqué. Bon, lui, c'était un peu ces dernières années de mode, donc je crois qu'il s'en fichait. Mais c'était des décors de cinéma, quoi, avec il faisait construire des trucs de dingue, puis ça partait. Enfin, ici, il y avait une rampe, en fait, il y avait une grande rampe où les trucs roulaient. Et après, dans les années 90, il a fait construire toutes ces étagères. Donc derrière, c'est toutes les étagères. Et puis au fur et à mesure, 90-2000, il a commencé à tout scanner, toute l'idée d'archivage est arrivée, et il a scanné tous ces négatifs. Ah, c'est impressionnant, donc en fait, on a des dossiers pour chaque année, ou plusieurs dossiers pour chaque année. Exactement, où toutes les planches contact et les négatifs sont dedans. Donc tout est conservé ici? Tout est conservé ici. Pas forcément dans les meilleures conditions, parce que hydrométrie, machin, pH neutre, tout ça, mais bon, c'est ce qu'on peut. Donc d'abord c'était toutes ces étagères, après il a créé ces énormes portes coulissantes noires, dans l'idée que ça devienne des murs d'exposition pour sa collection, ça c'était très important. Et il a fait construire ces différentes cimaises, qui sont toutes plutôt amovibles en fait, tout est sur des roues, pour créer son musée, voilà, son petit musée de ce qu'il aime en photographie. Donc là on a à peu près, je dirais 200 à 300 images peut-être. À peu près, exactement. Ouais. Le plongeur sur la droite c'est Cartèche. Exactement. Et le baiser de l'hôtel de ville, de Doisneau aussi. Oui, il y a de tout. Alors la baiser, c'est pas c'est celle qui me démange d'enlever assez rapidement.
parce que je sais pas pourquoi elle est là. L'accrochage, c'est toi qui l'as fait? Non, c'est lui. C'est lui, si. enfin, on le faisait ensemble. En fait, on changeait l'accrochage tout le temps. Tous les ans, avec les nouvelles acquisitions, parce qu'il y avait toujours des nouvelles acquisitions qui venaient. Donc, on faisait des échanges avec des galeries, avec des photographes. Enfin, il y avait toutes sortes de façons. Et ça, c'était souvent pendant Paris Photo. Après, on envoyait tout chez Patrick, à Circade. Il encadrait tout. Et tous les ans, il venait, on enlevait tout et on refaisait l'accrochage. Et il adorait ça. Et Patrick, très sympa, faisait ça avec nous. Il y a beaucoup de pièces on n'avait pas eu le temps d'encadrer de son vivant, que j'aimerais encadrer, que j'aimerais insérer, parce qu'il y a beaucoup de photographes où il y a trop de photos. Plusieurs photos du même photographe. photographe. Par exemple, Bouba, il y en a des tonnes. Mais après, c'est parce il adorait, voilà, ils étaient très très proches. Donc, mais on pourrait en avoir un petit peu moins pour faire de la place à d'autres photographes, par exemple. Pareil, Douaneau, on en a des très très belles et on n'a pas besoin d'avoir le baiser. C'est plus intéressant d'avoir des photos moins reconnaissables d'un photographe que les classiques du photographe. Oui, voilà, c'est ça. En l'occurrence, le Kertész et le Douaneau, c'est des photographies qui accrochent l'œil parce que c'est des photographies qu'on connaît, bien évidemment. Qu'on reconnaît. Et je serais assez tentée, le jour où on aura le temps et l'argent, d'enlever exactement toutes celles qui sont reconnaissables pour mettre de la place à d'autres photographes ou certains photographes dont on a qui sont moins reconnaissables et tout aussi belles. Et concrètement, alors cette collection, elle s'est constituée comment, dans le temps, à partir de quel moment? Donc, dans les années fin 80, début 90, je crois, il a commencé ses échanges audio, où il interviewait, il recevait des photographes. Enfin, c'était plutôt des amis, donc ça allait être Newton, Sarah Moon, enfin des Giacomelli, des compagnons, on va dire. C'était pour une édition? Au début, c'était probablement pour un projet avec la MEP, où effectivement Jean-Luc Monterosso lui avait peut-être demandé d'enregistrer des rencontres avec des artistes. Visiblement, il a eu beaucoup de plaisir à discuter de photographie et à définir avec d'autres. Alors je sais qu'il y a avec Martine Franck, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas encore identifié ceux de la MEP. Mais on m'a dit qu'il y avait des enregistrements. Et donc, il s'est dit qu'il allait faire lui aussi ses enregistrements de son côté. Il a sollicité beaucoup de compagnons, en fait. Hein. C'est des compagnons de travail, tout ça, en fait. Même si c'est des photographes qui se croisent pas forcément dans le milieu de la photo. Et donc, il a fait une parution, qui maintenant est complètement épuisée, qui était un petit recueil passionnant de photographes qui discutent, en fait. Et à chaque fois, il a gardé les tirages. Puisque c'était à l'époque, ça marchait comme ça, pour faire ces tirages d'épreuves, en fait. Tous les tirages qui sont issus de cette publication, qui sont dans la collection, sont des tirages d'épreuves. Et donc, suite à ce projet, il s'est retrouvé avec ces tirages d'épreuves, et il a eu vraiment du plaisir à les regarder ensemble et à comprendre ça comme une sorte de manifeste. Lui, il a commencé à acquérir ces images, donc, fin 80 jusqu'à la fin, donc jusqu'à 2020. Et je sais pas s'il y a un parallèle entre cette accumulation d'images et son propre travail. Je sais pas s'il y a. Ça, malheureusement, il faudrait que ce soit lui qui réponde. Je pense que dans les années 80, la photo changeait énormément, avec l'arrivée de la couleur en masse, l'arrivée de la photographie aussi en masse, enfin, qui s'est démocratisée tout simplement. Les galeries qui sont arrivés, donc avec le marché de la photo, les tirages, les foires, enfin, la photo a vraiment changé, les journaux aussi ont changé, la commande a changé, enfin, il y a eu vraiment une sorte de virage, et je pense que pour sa génération, qui donc était là dans la photo depuis les années 60, donc qui finalement était là depuis déjà 30 ans, ça les a beaucoup chamboulés, il fallait vraiment se redéfinir. Je pense que ça allait à un tel rythme qu'il avait besoin de se rassurer, de savoir qu'est-ce que c'était qu'une bonne image. Parce qu'il y avait l'école de Düsseldorf, il y avait toutes sortes de mouvements. Il voulait se rassurer, savoir avec quelle famille il appartenait, en fait. Et il y a peut-être eu aussi dans les années 80 une profusion au niveau de la communication autour de la photographie. Ouais. Effectivement, une émergence. Exactement. Oui, je pense qu'il y a eu une sorte d'engouement dans les années 80 avec plein de magazines photos qui commencent. Je pense qu'il y a aussi des écoles de photos. Il y a une sorte de... Enfin, disons que les pionniers de la photo, dans les années 80, ont soudainement... Moi, j'étais pas là, mais on a l'impression, vu d'aujourd'hui, qu'il y a eu une sorte de parenthèse enchantée où tout était possible. Bon, évidemment, eux diront que c'était difficile et que c'était les débuts, mais il y avait comme une sorte de liberté avec les collections de la Fnac. Enfin, il y avait toutes ces nouvelles créations qui étaient incroyables. Et effectivement, pour eux, qui étaient un peu dans un monde qui était beaucoup plus petit avant,
Alors je pense pas que ça lui faisait peur, parce que c'était pas quelqu'un qui avait peur des changements, mais il avait envie de comprendre lui à quoi il appartenait. Je pense que c'est ça. C'était une époque aussi où on écrivait quelque part l'histoire de la photographie. Exactement. Ouais. Donc il avait pas envie de participer à ça. Ouais. Accumuler finalement des images, c'est aussi quelque part construire un peu sa propre histoire de la photographie. Ah oui, complètement. Oui, c'est ça. Il s'est fait sa mini histoire de la photo. Et c'est aussi un moment où il écrit énormément. Il écrit beaucoup. On a retrouvé aussi des traces de lui qui voulait faire une école de la photo avec d'autres photographes. On a trouvé aussi un projet, il voulait faire une émission sur la photographie. Enfin bon c'est aussi le boom de la télé. Hein. Donc il avait tout ce truc de démocratiser la photographie. De transmettre aussi. Transmettre, très important pour lui, transmettre. Puis je pense qu'il aimait vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, il y a tout ça, il y a tout ce côté transmission, intellectualisation, et puis il y a aussi vraiment le bonheur d'être entouré de belles photos. Il y avait vraiment ça, parce qu'en fin de vie, où il était beaucoup moins dans la transmission parce qu'il avait 90 ans et qu'il était plus renfermé par son âge, par son corps, par le corps âgé, il était là, il restait des heures ici seul à regarder sa collection, il était très heureux. Donc ça, c'est aussi vraiment le plaisir de voir l'histoire de la photo et ce qu'il aimait. Et comment elles sont réparties, puisque en fait elles figurent sur des panneaux. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des époques qui sont mises en vraiment, avant? Non, alors lui, il aimait bien que les photographes restent par photographe, c'est-à-dire que on met tout Cartier-Bresson ensemble, tout Don McCallan ensemble, tout Bouba ensemble. Moi, je suis un petit peu moins vigilante à ça, donc les quelques photos que j'ai déplacées, je suis pas forcément envie de les mettre par famille comme ça. Lui, il aimait beaucoup les associations d'idées, donc c'est plutôt par association d'idées. Elles sont toutes sur des murs noirs, puisque de toute façon tout est noir ici. Et ce noir, le cadre noir, les murs noirs, fait qu'effectivement le noir et blanc ressort très très bien. Il y a beaucoup de couleurs aussi, hein. C'est pas que du noir et blanc. Là, ce qu'on voit, c'est essentiellement du noir et blanc. C'est essentiellement du noir et blanc parce que tout simplement, dans les années où il pouvait collectionner la couleur, c'est-à-dire on va dire dans les dernières 15 années où il y a des choses sublimes en couleur, il était moins alerte, moins... Et puis c'est vrai que ses compagnons de voyage faisaient plus du noir et blanc. Lui-même aimait faire de la couleur. Donc qu'est-ce qu'on a? Bon, évidemment, Cartier-Bresson, ça c'est évidemment le... Celle-ci, c'est... Brassailles. Brassailles, ouais. Brassailles. Donc c'est une femme, on peut imaginer que c'est une prostituée, non? Oui. Alors ce que lui aimait beaucoup, alors ça marche peut-être pas tout avec chaque photo, mais il aimait beaucoup quand les photos avaient plusieurs interprétations possibles. Voilà, plusieurs lectures. Alors, et ça l'intéressait beaucoup. Et c'est effectivement cette femme, on comprend pas très bien si elle est. Alors est-ce que c'est une prostituée? Est-ce que c'est C'est une femme du peuple. On le voit la façon dont elle est habillée. Elle a une cigarette au bec. Ouais. Donc ce qui se faisait certainement pas trop dans les années 30-40. C'est une ambiance de nuit très cinématographique d'ailleurs. Oui, d'ailleurs on a les lumières de scéno, de décor. Extrêmement éclairé, alors qu'on voit que finalement on est plongé dans le noir, dans un quartier un peu délabré, peut-être un terrain vague à proximité. Et puis cette femme, donc elle est sur le trottoir, sur le bord du trottoir, avec un sac à main, et puis elle fixe un point indéfinissable pour nous, puisqu'il est hors champ. On imagine un peu simplement qu'une femme qui attend dans la nuit avec une clope au bec est forcément une prostituée. Peut-être pas. Dans ces années-là. Peut-être pas, mais c'est vrai qu'elle a un petit côté... Après, elle est habillée comme une écolière. Bon, après, les prostituées, jusque récemment, étaient souvent habillées comme des secrétaires et des écolières. Donc, c'est pas forcément un indice. Puis, il y avait pas tant de différence que ça entre la façon dont les adultes et les enfants étaient habillés, également. Donc, effectivement, il y a un petit peu une ambiguïté. Je me souviens pas d'avoir parlé beaucoup de cette photo. Je sais même pas s'il a rencontré Brassailles. C'est tout à fait possible qu'ils se soient rencontrés. Je sais qu'il aimait bien quand l'œil rentrait, il pouvait voyager, qu'il y avait plusieurs points par exemple, il aimait beaucoup cette photo ça c'est une photo de Irving Penn. Et, celle qui se trouve en haut avec à gauche. Le boxeur et la femme, j'ai oublié déjà la femme comment s'appelle la femme de Irving Penn, qui était une femme incroyable, qui a une carrière, d'ailleurs je crois qu'il y a une exposition bientôt sur elle. Elle-même est absolument remarquable, elle a beaucoup posé pour son mari. Et il y a cette sorte de scène incroyable avec ce type qui ressemble à une sorte de freak, un peu. Ouais, une sorte de Shrek, quoi. Enfin, il est une sorte de type incroyable. Ouais. Et il y a une sorte de complicité. Enfin, c'est comme si c'était elle qui lui faisait une prise de judo, qui allait le mettre par terre. Donc c'est assez étonnant. Et elle est habillée en plus comme une sorte de poupée victorienne. Et enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a l'humour d'Irving Penn, quoi, qui est flagrant. Et pourtant, il y a rien, en fait. Il y a rien autour. On est en studio. Probablement en studio. Probablement en studio. Avec une sorte peut-être de tatami au sol. Oui, c'est tout mou. Le sol est mou. Enfin, il y a plein de choses très fortes comme ça.
Après, par exemple, celle de Sander, d'Auguste Sander et celle de Joe Smith, donc ces deux-là, qui sont classiques, Sander et Smith, qui sont ces portraits d'humains, enfin, c'est vraiment humain. Alors, ça, je sais que il avait une chose, on n'a pas parlé d'encyclopédie, mais il avait une passion pour l'encyclopédie, comme beaucoup d'hommes de cette génération, et puis il avait ce côté ashkénaze par sa mère, enfin, par les deux parents, mais sa mère était très cérébrale de toujours, on va dire, cataloguer les choses, définir les choses, donc il a grandi comme ça, avec cette passion de la définition, et pour eux, les encyclopédies étaient très importants. Moi, j'ai toujours grandi avec des encyclopédies à la maison. Et il lisait carrément l'encyclopédie. Auguste Sander, c'est un travail photographique encyclopédique. Complètement encyclopédique. C'est pour ça que Sander, Eugene Smith, tous ces photographes-là, et même Irving Penn, il y a toutes ces collections de portraits, c'est presque encyclopédique. C'est un petit peu plus moderne, mais il y a quelque chose comme ça presque de comédie humaine, quoi, de chercher et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau, et je sais que lui, il avait ça aussi. Bon, mon père, il partait dans tous les sens avec tous ses projets, mais même en sautant, même quand il faisait du bestiaire en numérique, en digital, en couleur, même s'il faisait plein de différents procédés et séries, il aimait l'idée de faire une encyclopédie du monde. Je sais que le mot encyclopédie, d'ailleurs, il avait la passion pour Wikipédia. Il était converti. Il passait des heures. Est-ce que c'était pour poser aussi un jalon par rapport à l'histoire de la photographie qui se constituait, ce savoir encyclopédique, cette recherche de l'encyclopédie, oui, probablement, pour poser une image qui correspondrait à une définition d'un genre de la photographie à telle ou telle époque? Oui, tout à fait. Mais il avait la notion de la trace. Il savait qu'il fallait des sortes de bornes dans l'histoire de la photo. Et il se rendait compte de la rapidité avec laquelle les choses allaient. Une urgence, quoi. Une urgence de définir quelque chose dans un moment précis. Lui, après, il fait partie d'une famille, évidemment, ashkénaze, où ils ont perdu tout. Donc, cette idée de laisser une trace et de laisser une explication pour les futures générations, par écrit ou par... C'était important. C'était vraiment important. Ça, c'est une des derniers échanges qu'il avait eu avec Jane Atwood, et c'était une très jolie amitié qu'ils ont eu. Par exemple, cette photo du couple, là, en prison, c'est une photo que j'avais choisie avec lui, parce que dans les dernières 5 années, quand on rencontrait un photographe, on choisissait ensemble, et c'était des belles conversations. On avait tous les deux, on avait vraiment flashé sur cette photo, qui est un couple en prison qui s'enlace par un mur, en fait. Et c'est très fort, parce que la composition est sublime, avec ces deux mains qui s'enlacent dans le dos. C'est une photo qui est complètement fermée, en fait. C'est dans un minuscule réduit. Exactement. Donc, la composition est magnifique, et en même temps, il y a une force humaine, il y a une femme de dos qu'on voit très bien. On devine, oui, parce qu'en fait, on voit pas les visages. On voit pas les visages, mais on voit la masse, en fait, du corps de cette femme, et juste une petite tête d'homme qui se dessine à l'arrière, et évidemment, on comprend qu'ils échangent un baiser avec... Alors on peut imaginer que ce sont des barreaux de la prison derrière. Ouais, tout à fait. Donc une photo vraiment très fermée, quoi. Complètement, ouais. Très obstruée, qui correspond bien à l'ambiance. Ouais, exactement, et on sent qu'ils sont contraints par quelque chose, et en même temps un désir enfin, le contact humain de ces paires de mains qui s'enlacent, c'est une force incroyable, quoi. Effectivement, au centre de la photo, ce qu'on voit, c'est ces deux paires de mains qui s'enlacent avec force. Avec force, exactement. Enfin bon, c'est une photographe que j'aime beaucoup. Ça, c'est Bill Brandt. Bon, Bill Brandt, c'est beaucoup plus classique, bien sûr. Ouais. Hein, là, c'est vraiment... mais avec Bill Brandt, il y a cette chose incroyable cette ambiguïté de forme. Ça pourrait être des cailloux, des montagnes, l'échelle, on comprend pas l'échelle, on comprend pas... En fait, toute cette ambiguïté de lecture était une chose qui, lui, le passionnait. Et en même temps, c'est pas du tout prétentieux et expérimental. Enfin, c'est très simple, en fait. C'est simple et beau. C'est vraiment très 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 beau. C'est un grand. Alors il aimait bien, par exemple, il avait été très content quand il avait mis cette photo-là de Bill Brandt avec une sorte de coin de jambes qui s'enlacent. Les genoux et le coude. Une sorte de peau et de coude. En fait, et la photo un peu à côté, c'est une photo de Jane Atwood qui est très surprenante, vue par un hublot d'un avion où on voit juste le ciel et le moteur de l'avion avec un autre avion à distance qui passe. Donc c'est presque un peu abstrait, et puis surtout étonnant pour elle, parce que c'est typique les photos que lui adorait prendre. C'est une photo où on ne sait pas qui est le photographe, on ne devine pas du tout. Disons que le moteur et les genoux à côté de Bill Brandt jouent bien ensemble, quoi. Il aimait bien faire des choses comme ça. Là, on a un petit peu de couleur. Alors là, on a Alex Webb. Il aimait beaucoup le travail d'Alex Webb, qui est
photographe, très bon photographe de Magnum, qui a des compositions toujours instantanées. Alors lui, il est vraiment l'école de l'instant. Hein. C'est vraiment toujours parfaitement bien composé, avec des couleurs très fortes, des ombres très fortes. C'est très beau. C'est un groupe d'enfants donc sur un trottoir en Amérique du Sud. Je pense que ça se passe en Amérique du Sud très certainement, avec un mur d'un bleu éclatant, donc une petite scénette en fait de jeu entre les enfants. Oui, et puis cette petite fille qui a une robe rouge qui éclate contre le bleu en fait. C'est toujours ces couleurs. Là en haut, il y a un photographe qui l'aimait beaucoup, qui est là, et qui est aussi sur cet autre mur, qui est Ernst Haas, qui est lui considéré comme le grand photographe de la couleur. Elles sont prises vraiment dans les années 60. Enfin, il y a un petit peu de tout, là. Il y a peut-être 60, 70, mais c'est très tôt. C'est l'ensemble des 4 photos qu'on voit ici. Exactement. Ça se passe où, aux États-Unis, non ? Je pense qu'elles sont toutes aux États-Unis. Alors après, ceci dit, Ernst Haas était un grand voyageur, hein, donc ça peut être un peu partout dans le monde. On imagine que par exemple la dernière, ça doit être un chantier. Est-ce que c'est un chantier de cinéma ? Alors, il a fait beaucoup de photos sur des studios. Des studios, voilà. Bon, comme beaucoup de photographes à cette époque, mon père a un petit peu fait, mais moins que d'autres. Une des sources d'argent, c'était d'aller faire des photos sur les studios donc c'est assez marrant parce que très souvent il y a les mêmes scènes qui sont vues par plein d'autres photographes. C'était une façon un peu facile de faire un peu d'argent, j'imagine. Et puis ça fait des très belles photos. Donc là, on voit par exemple des énormes lettres lumineuses avec des ampoules et CH. Le CH qui sont en train d'être accrochés avec une sorte d'échafaudage un petit peu rudimentaire avec un type dessus. Donc il y a une échelle attenante entre le petit monsieur et les grosses lettres. Et il y a surtout derrière ce fond rouge et jaune. Une très, sorte très fort. de carte, peut-être. De map monde sur un mur de briques. C'est tout à fait possible. Et là, par exemple, tout en haut, moi j'adore cette photo, qui sont tout simplement des cartons contre un vert pas tout à fait translucide. Ça floute un peu les couleurs, et il y a un orange et un bleu, et c'est complètement abstrait. Je sais plus quelle année c'est, mais c'est très tôt. Il avait un rapport à la couleur, je trouve, lumineux et essentiel comme ça. C'est vraiment un très très grand photographe. Là, on reconnaît une photo de Marc Ribot, tout en haut. Oui, la fameuse femme à la fleur. À l'œillet. Voilà. C'est Vietnam, mais je sais plus où c'est. Ah, c'est à Washington, c'est ça. C'est Jane Rose Casimir. Donc c'était une militante pour la paix. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas, je sais plus si c'était si j'avais vu ça par Ribot, mais il y a toutes les photos autour de ça qui sont intéressantes. C'est une image qui est assez iconique parce qu'en fait c'est une image de résistance. Exactement. Évidemment, on voit cette femme qui tient un œillet près du visage face à un rang de soldats armés de mitraillettes. Oui, j'imagine qu'il y avait beaucoup de démonstrations à l'époque, ça devait être assez violent. Celle-ci, c'est... Ça, c'est Newton. Newton, ouais. Ouais, ça c'est Newton. Il admirait énormément Helmut. En fait, travailler de façon radicalement différente. Hein, mais moi, j'aurais dit, et en fait, c'était des grandes conversations que j'avais avec mon père. Lui, il disait pas du tout. Il disait qu'au contraire... Ils étaient très proches. Hein. Que c'était beaucoup plus proche qu'on le pensait, et que finalement, même Newton, qui, on a l'impression, fait un travail très posé, entre guillemets, très mise en scène, en fait, pas du tout. Et que lui, il disait que même dans la mise en scène de Newton, il y avait quand même de l'instant. Parce qu'on n'est pas non plus tout à fait dans les mêmes années. Alors, puisque les années de mode de Frank Horvath, c'est les années 60, 70, c'est bien ça? Oui, alors je connais pas très bien la carrière de Newton. Newton, on pense tout de suite années 80. Oui, c'est plus ça. C'est plus en fait la vague aussi du porno chic. Finalement, Newton devait pas être tellement plus jeune que mon père, puisque lui aussi, il est parti juste avant la guerre avec les lois raciales. Donc, oui, c'est la même génération. Je pense qu'ils sont la même génération, je sais pas exactement ces dates, mais ils doivent être nés, pareil, ils doivent être nés en 26, 27, 28, un truc comme ça. Et que les photos iconiques sont peut-être 80, mais je connais, c'est par ignorance. Disons que les images, en fait, qu'on garde en mémoire de Newton, c'est les images qui ont un peu défrayé la chronique, ou les images, en fait, Oui, c'est toujours les femmes à poil, mais je pense qu'il a fait plein d'autres choses. De femmes nues. Pour servir, en fait, très souvent de support à des campagnes de mode. Alors que dans le cadre des photos de mode de Frank Horvath, on est quand même très habillé. Ah bien sûr, mais lui, les photos de mode de Frank, c'est beaucoup plus tôt. Oui. C'est années 60, voilà. Donc on est dans la même génération, mais pas véritablement dans la même période. Ils ont pas eu le même moment, je crois qu'ils ont travaillé au même temps, mais ils ont pas eu le même moment de gloire. Et puis, Newton a créé cette sorte une iconographie très, très remarquable, en fait, et très, très culottée. Très culotté, il avait un rapport aux femmes qui visiblement
assez complices pour leur faire des trucs quand même assez théâtral et assez beau. Et après, je connais pas très bien son œuvre. Je connais celles qui sont les plus classiques, mais j'ai pas assez exploré pour en parler bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette photo de Nachtwey qu'il adorait. Alors ça, on comprend immédiatement que c'est l'effondrement du World Trade Center. Voilà, c'est 9/11 et évidemment, c'est un moment qui a frappé tout le monde, particulièrement, je pense, pour des générations comme mon père, pour qui l'Amérique c'était sacré, quoi. Il fallait pas toucher à l'Amérique, c'était les sauveurs. Et je pense que pour lui, l'attaque à l'Amérique était vraiment un véritable affront. Enfin, il avait été très très choqué par cette attaque. Elle est étonnante, cette image, parce qu'en fait c'est une image en couleur, mais dans laquelle le gris, le noir et le blanc, pas véritablement le blanc, parce que le blanc il arrive plus par contraste, hein, mais c'est un immense nuage de poussière sur des ruines, et en petit format dans la photo, on voit un sauveteur, un pompier, à proximité d'un brasier. Donc finalement, les deux apparitions de couleurs, c'est à la fois le pompier qui vient dégager certainement une personne sous des décombres, et une forme de brasier qui nous montre bien que la catastrophe vient tout juste de se dérouler. Exactement. Non, Nachtwey il est encore très vivant. Il est connu pour être, déjà pour faire des photos sublimes et des compositions dingues. Et il a cette sorte de flair photographique pour être toujours, dans les moments les plus incroyables, à côté. Quand les tours se sont effondrées, il était littéralement dans les parages. Donc qu'un des plus grands photographes soit à proximité était quand même absolument incroyable. Et alors, il a ce talent où il fait des photos de choses atroces, magnifiques. Là, la composition, elle est très soignée. Ah oui, il est vraiment incroyable. On est toujours à New York au-dessus, parce que je reconnais la série alors du Flatiron. c'est tout ce mouvement qui s'appelle les picture realistes, je crois. On est beaucoup plus tôt là, dans les années 20, et c'est une photo très belle il est fameux, ce bâtiment tout fin comme ça, j'ai déjà oublié le nom. C'est le Flatiron, je pense. Ah, c'est ça, ouais, exactement, Flatiron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et au-dessus, on n'est plus, alors, donc, évidemment, dans ces deux photos qu'on vient de citer, on est à New York. C'est son ami Shanna, qui était, c'était un très joli voyage. C'était dans les années 80, il est parti à Palerme, et l'histoire était que, Cartier-Bresson recevait un prix, qui était décerné par Borges. J'ai pas très bien compris, mais beaucoup de photographes y sont allés. Alors peut-être par admiration, fidélité à Cartier-Bresson, en tout cas il y a quelque chose qui fait qu'ils ont décidé d'y aller à plusieurs, et que c'était un joli moment. Et mon père en a profité aussi pour faire un projet, parce que tout était une excuse pour faire des projets. Et il était parti dans toute la Sicile pour illustrer les écrits de Goethe. Il a fait un projet qui est très 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 beau, de photos très littéraires, très vides et méditatives. C'est assez étonnant, parce que c'est pas du tout, c'est presque des photos de contemplation. C'est vraiment très différent de son travail. C'est assez reconnaissable et très beau. Et tout ça est né de cette aventure avec Shanna, Borges, Cartier-Bresson, et je sais plus qui étaient les autres photographes. Ils étaient toute une petite troupe, c'était un voyage intéressant. Et elle est très belle, cette photo de Borges à travers du vieux Borges merveilleux à travers une vitre. C'est deux photos en une, puisqu'en fait c'est l'intérieur peut-être d'un hôtel, d'un restaurant. Il y a le reflet de l'extérieur et de ce. Alors c'est étonnant parce que on est à Palerme, mais évidemment Palerme probablement pourrait ressembler à Buenos Aires, donc ça pourrait être Borges en Amérique du Sud, et en fait c'est Borges à Palerme. Ce qui semble dominer quand même dans cette collection, c'est la présence de l'humain. On voit très peu de paysages, mais l'humain, en revanche, est présent constamment. Ah oui, ça, je pense que c'est une constante, même dans son travail à lui, hein, c'est vraiment l'humain. Il aimait comprendre l'humain, vraiment. Puis sa mère était analyste, hein, donc il avait cette constante préoccupation d'analyser, de comprendre l'humain, le cerveau, la réflexion, tout à fait. Donc tout était prétexte pour comprendre l'humain. Ouais. C'est une chose qu'il aimait beaucoup. Là, en revanche, en fait, sur cette table
Ce qu'on voit, c'est une photo de Franck, non ? Ça, c'est une grande photo. Oui, tout ce qui est un peu autour, c'est... Ça, c'est... Donc là, on n'est pas vraiment dans la collection, là, c'est plus du dépôt. C'est une photo en attente. Oui, c'est ça. En fait, c'est que les trucs vont et viennent et on les met un peu partout. Et parfois, ça, c'était une photo pour une exposition en extérieur, donc c'est des gros machins. Ça fait plus d'1m40, un truc comme ça. Et c'est une des photos classiques de des filles c'est très tôt, ça. C'est 56, je crois. C'est des filles dans le métro. En fait, c'est très habile parce que je pense qu'on comprend immédiatement la construction de l'image. Ce sont 3 ou 4 mannequins, donc il y a 3 femmes et un homme, avec un plan serré sur un wagon de première classe. Ces femmes qui regardent à travers en fait les vitres du métro sont comme des mannequins qui se trouveraient dans un magasin en fait, des mannequins là pour le coup de chair et d'os quoi. Donc c'est amusant puisque on dit souvent que Frank Horvath est l'un des premiers photographes à avoir transporté la mode dans la rue, mais là finalement il y a une sorte de fusion entre l'image classique qu'on a du mannequin qui se trouve donc dans les vitrines, comme on le connaît encore aujourd'hui dans les années 2020, avec des femmes qui sont actives et qui sortent du métro. Oui, il y a plein de niveaux de lecture parce qu'elles sont un peu dans une boîte, elles sont un peu dans un aquarium en fait. Ouais. Et puis après on connaît pas, c'est tellement tôt ça qu'on n'a aucun témoignage. Donc on sait pas, est-ce que le train était à l'arrêt ? Est-ce qu'il a loué le truc ? Est-ce qu'il a tout... Ou est-ce que vraiment ils se sont amusés à attendre que les portes ouvrent, machin, et qu'il essaie de être un truc pas possible à attraper les trains ? On sait pas. Les personnages, donc ces 4 personnages qu'on trouve dans la rame, en fait, sont seuls. C'est ça. Il n'y a pas d'autres voyageurs. Il n'y a personne d'autre. Lui, visiblement, il est sur la plateforme. Alors, comme on n'a pas les planches contact, on n'a pas les négatifs, on n'a rien de tout ça, c'est très difficile de deviner quelle est la mise en scène de tout ça. Alors, c'est tentant, lui qui aimait l'accident, on peut imaginer qu'il n'aurait pas mis en scène tout le truc. C'est-à-dire qu'il a probablement dit aux filles, baladez-vous là, on va voir ce qui se passe, etc. Et il a dû chercher, comme il faisait tout le temps, en fait. Il donnait des paramètres pour que les filles ou les hommes interagissent avec... Et après, il cherchait un truc, un moment. Et là, il y a eu un instant où, soudainement, tout le monde regardait au même moment, où il y a le mouvement qui est bien. Enfin, soudainement, tout a correspondu. Et cet instant-là est vraiment très... très très drôle quoi. Mais il y a tout son humour aussi. L'instant décisif qui existe rarement dans la mode pour le coup. Ah ben lui il en était très friand de l'instant décisif, il essaie de le mettre partout ça, l'instant décisif. Très très important. Alors Fiammetta, c'est sur cet instant décisif, sur ce quai de métro que l'on va se quitter. Un grand merci de nous avoir ouvert les portes de la collection de Franck et finalement à travers les images qui habitaient son quotidien de nous avoir permis de mieux le connaître peut-être. Merci à toi et merci de me donner l'occasion de parler de cette collection auquel il tenait tellement. Merci de votre écoute. On se retrouve bientôt pour le dernier épisode de cette mini-série consacrée à la collection à Paris, dans un grand appartement haussmannien du côté de la place de la République. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à poster des commentaires et des étoiles sur vos plateformes préférées. Habillage sonore, extrait de Dystopia de Luc Hall.